Enfin, le tournage de la prochaine série Harry Potter a commencé et il y a des images depuis le temps qu'on en parle. On est gâté en ce moment niveau adaptation. Le Frankenstein de Guillermo del Toro en novembre, l'annonce du casting de la prochaine série Orgueil et Préjugés par Netflix, évidemment le nouveau Hunger Games annoncé en même temps que le dernier livre, ça promet du bon ou pas. Les adaptations de livres au cinéma, c'est un jeu d'équilibre périlleux. Faire plaisir aux lecteurs et faire découvrir l'histoire aux non-lecteurs. Le tout en faisant en sorte que ça tienne entre 1h30 et parfois 3h. Vous coupez, simplifiez, retravaillez le scénario et parfois ça foire. C'est même l'avis général, un film sera toujours moins bien qu'un livre. On a déjà eu l'occasion de démonter cet argument dans une autre vidéo, mais pour quelques réussites, il y a aussi de gros ratés. Mais alors, pourquoi ces adaptations ont échoué? Trop de changements, fin gâchée, conditions d'adaptation désastreuses. Aujourd'hui, on change notre fusil d'épaule et on va tirer sur les pires adaptations de livres au cinéma. Celles qui nous ont déçus, celles qui font encore mal aujourd'hui. Pour commencer, Théo, ça va? Miley, j'en peux plus, tu te rends compte du nombre de pages que j'enregistre par semaine? Une vidéo cinéma trash, c'est 22 000 mots, ma gorge tient plus. Attends, mais qu'est-ce que tu bois? Je sais pas, café, soda. Voilà, mais c'est parce que t'as pas essayé au lit. Ils ont révolutionné la manière dont tu t'hydrates. Des sachets que tu mets dans une gourde, puis tu mélanges. Déjà, c'est plus écologique, mais en plus, c'est mieux que tes sodas. Tiens, au lieu du café qui t'irrite la gorge, teste plutôt leur gamme énergie. Pas de sucre ajouté, pas de taurine, que des arômes et colorants naturels. Avec la caféine micro-encapsulée, maximiser tes pics et limiter les crashs. Ah ouais, je me sens déjà mieux. Bon bah j'ai plus qu'à boire que ça moi. Attends, fais pas trop vite, avec modération, seulement si t'as plus de 16 ans et sans oublier l'eau aussi. Surtout, regarde, t'as aussi la gamme Ice Tea, celle que perso je préfère. Très fruitée, mais toujours sans sucre ajouté, remplie de vitamines et d'antioxydants. À côté, la gamme Hydration, parfait pour rester frais quand tu fais du sport, et leur nouvelle gamme Milkshake. Tu le mélanges au lait pour une saveur intense pour moins de 70 calories. Oula, ça fait beaucoup, je suis pas sûr d'avoir tout retenu. T'inquiète pas, Oli fait des packs découvertes, des box d'échantillons avec plein de saveurs différentes pour trouver la préférée. Je te conseille le matcha lime, c'est une folie. En plus, Trash vous offre un bonus spécial, 5€ de réduction pour votre première commande et 10% sur les autres. Alors n'attendez plus, foncez, le lien est en description. Les adaptations maudites des années 2000. Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, deux adaptations à succès qui ont retourné le cinéma. 2,9 milliards et 7,7 milliards de dollars au box-office. Du coup, dans les années 2000 et début 2010, on a eu une flopée d'adaptations de romans jeunesse-adolescent. Certaines s'en sont bien tirées, pour d'autres, c'était une catastrophe. De quoi traumatiser des générations de lecteurs. Sur internet, plusieurs titres reviennent, dont Eragon. Comment gâcher le potentiel d'une franchise? Saga de fantasy à succès avec une grosse fanbase et une histoire, bon, disons que c'est un peu Star Wars avec des dragons. Un jeune fermier trouve un œuf et devient l'élu qui va libérer un royaume de la tyrannie. Sauf qu'une fois en salle, les fans déchantent. Trop d'erreurs, trop de trahison, à commencer par les personnages. Vous voyez, elle, c'est censé être une elfe. Alors donc, elles sont où les oreilles pointues là? Et lui là, le grand méchant, il est censé apparaître dans le tome 2. Et la voyante que tu vois que 2 secondes, c'est un perso hyper important, membre de la rébellion et beaucoup plus excentrique. Mais le pire, c'est l'élément central du film. Le dragon Saphira. Une CGI plutôt correcte, mais un design qui n'a rien à voir avec sa description. Recouverte d'écailles et avec des ailes de chauve-souris dans le livre, elle a une sorte de crinière sur la tête et des plumes dans le film. Et surtout, son évolution Pokémon. Quand elle éclot, elle est tout bébé, toute mignonne. Et on se dit, ça va être comme Game of Thrones. On va la voir grandir, développer sa personnalité, tout ça. Non, elle apprend à voler et pouf, elle se transforme instantanément en adulte. Elle parle et connaît tout le lore. Son design, encore, je peux comprendre. Les ailes et la fourrure, ça rapproche d'un animal de compagnie. On atténue son aspect reptilien, on garde le côté attachant. Et la faire grandir d'un coup, c'est plus simple en termes de CGI, t'as qu'un seul modèle à développer. Ok, il y a un budget, faut le respecter. Mais faut contrebalancer ce que tu perds. Le lien Eragon-Saphira, c'est le pilier de la saga. Du coup, dans la bataille finale, quand elle risque de mourir, là perso je ressens rien là. Bataille d'ailleurs qui n'a rien à voir dans le roman. Eragon fait face aux méchants dans une salle, pas dans les airs, et manque d'y passer. C'est sa dragonne et l'elfe qui le sauvent in extremis. Et oui, en vrai, c'est un duel avec dragon, un duel aérien comme finale, c'est plus satisfaisant. Mais rien à faire, hein. Le box-office modeste, les critiques mitigées et la fanbase en colère, les suites sont annulées. Un mal, peut-être pour un bien vu comment c'était parti. Parce que moi, j'ai vu une autre franchise se casser la gueule avec une suite pathétique à cause d'un premier volet médiocre. Percy Jackson. Annoncé comme l'héritier d'Harry Potter avec le même réal pour le premier film, les enfants des dieux grecs se retrouvent dans une colonie pour entraîner leur pouvoir. Le héros commence l'aventure à 12 ans. Enfin, ça c'est dans les romans du moins. Parce que le film, il a décidé de vieillir les persos qui ont maintenant
16 ans. Et ça nique la cohérence de l'histoire. Une prophétie dit que Percy est censé faire un choix crucial à 16 ans. Tout au long de la saga, on le voit grandir et devenir adulte. Il y a les personnages absents du premier film, Clarisse, fille d'Arès, Arès lui-même, au cœur du complot de l'intrigue, ou Monsieur D, le directeur de la colonie. Mais pas de panique, ils sont dans la suite, qui adapte le deuxième livre, logique, et le dernier. Le fil rouge de Percy Jackson roman, c'est empêcher le retour du titan Chronos. Et bah à la fin du deuxième film, il revient. Et ouais, oui, c'est comme si Voldemort ressuscitait à la fin de la Chambre des Secrets, pour être vaincu 5 minutes après, approximativement. La grande menace, aussitôt arrivée, aussitôt repartie. Ça n'a pas de sens, surtout que le film se termine sur un cliffhanger avec le personnage de Thalia. Mais ouais, vous avez déjà niqué le méchant principal quoi. Y a pas de suite, tant mieux, parce qu'à ce rythme-là, les acteurs auraient eu 30 ans à la fin. À la place, on a eu une série avec des héros du bon âge et une saison 2 prévue pour la fin de l'année. C'est pas la seule adaptation foirée qui a eu le droit à une nouvelle chanson série. Moi, celle qui m'a marqué et que j'ai regardé il y a pas longtemps, c'est À la croisée des mondes. Pourtant, il y a un casting en or. Daniel Craig, Nicole Kidman, Eva Green. Les démons, les animaux qui accompagnent les persos sont plutôt crédibles. Ça a quand même gagné l'Oscar des meilleurs effets visuels. Le combat d'ours est juste badass. Mais l'adaptation est lisse, limite fade. Son plus gros défaut, avoir retiré le thème central du bouquin, la critique de l'église catholique. La poussière, substance magique de l'univers, est considérée comme hérétique, métaphore du péché. L'intrigue, c'est qu'une institution religieuse veut séparer les enfants de leurs démons avant que la poussière ne se fixe sur eux, leur imposer un dogme, retirer leur libre arbitre pour les sauver du péché. Il y a aussi un faux dieu, des anges, l'héroïne est considérée comme la nouvelle Ève. Bref, le projet de film n'a pas du tout plu aux associations catholiques américaines qui appellent au boycott. Et l'adaptation courbe les chaînes. Réécriture puis reshoot font exploser le budget, l'institution religieuse de l'univers n'est plus trop évoquée, son autorité et ses objectifs ne sont jamais vraiment définis. Le réel assume, son but c'était que le premier film soit un succès, pour pouvoir faire la suite en toute liberté. Sauf que ça n'arrivera jamais. Ça jusqu'à que HBO récupère le projet et fasse une série, et la différence est frappante. Les thèmes anti-religion sont clairs dès le premier épisode, l'histoire n'a rien à voir avec le film de 2007. World War Z et Je suis une légende. 190 millions de dollars, le plus gros budget ever pour un film d'horreur. 540 millions au box-office, le film de zombies le plus rentable de l'histoire. World War Z a marqué, avec ses masses de zombies semblables à une fourmilière, une épidémie à l'échelle mondiale, États-Unis, Corée du Sud, Israël, mais le scénario, c'est du vu et revu. Un héros, ancien militaire, se retrouve pris dans l'apocalypse, mais va réussir à s'en sortir, sauver le monde et sa famille, parce qu'il est joué par une star, j'imagine. Des zombies qui courent, qui mordent et qui te transforment tout de suite. Un virus d'origine inconnue, des villes désertes. On est en 2013, on bouffe du zombie à mort depuis des années. 28 jours plus tard, Rec, Walking Dead, etc. World War Z, ça a vraiment marqué un ras-le-bol. Pourtant, ça aurait pu être un film vraiment à part. Surtout parce que c'est adapté d'un des meilleurs romans de zombies et qu'il n'a rien à voir. Première grosse différence, on est 10 ans après l'épidémie. Deuxième différence, c'est une compilation d'interviews, donc pas du tout un film d'action. Troisième différence, les zombies ne courent pas et ils sont plus proches des classiques à la Romero. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Relire le livre après le Covid, c'est assez drôle. L'épidémie commence en Chine et les États-Unis sont débordés parce qu'ils sont en pleine année d'élection, c'est-à-dire à quel point c'est brillant. Mais pas adaptable en blockbuster de 2 heures avec Brad Pitt à l'affiche. Ce serait plus un faux documentaire en série TV par exemple, ou un film choral avec plusieurs persos comme Contagion, sorti 2 ans plus tôt. Pas un succès en salle mais qui a regagné en popularité suite au Covid. C'est bête que World War Z n'ait pas suivi le bouquin, ça lui aurait évité d'avoir des problèmes avec sa fin. Celle dans le film, avec Brad Pitt qui s'injecte une maladie mortelle pour que les zombies l'attaquent pas et qui se tape son meilleur soda, alors je vais pas vous étonner si je vous dis que c'est pas la fin originale. À la base, il débarquait en Russie pour combattre les zombies, se rendant compte qu'ils sont plus lents dans le froid. Il y reste des années avant de pouvoir retrouver sa famille. Ça ne plaisait pas, les 40 dernières minutes du film ont dû être réécrites et retournées pour avoir une conclusion plus satisfaisante, mais qui rendait difficile les projets de suite. David Fincher avait même été approché avant de renoncer, mais le sequel ne semble pas tout à fait enterré. Mais ce truc de fin alternative, parce qu'on a gâché celle des romans, ça me fait penser à un autre film, Je suis une légende. C'est possible que vous soyez même pas au courant que c'était adapté d'un classique de SF où un virus transforme les hommes en vampires. Un dernier survivant se bat contre eux et cherche à comprendre comment l'infection fonctionne. La fin du livre est brillante et attention, giga spoiler si vous voulez le lire. Capturés par les vampires, ces derniers ont muté pour se mettre à parler et condamnent le héros à mort pour avoir massacré les leurs. Ce dernier comprend alors que le monde qu'il a connu n'existe plus. Il a évolué, mais aussi qu'il est leur légende, le monstre
qui les a décimés. Et le film ne transmet pas du tout le même message. En plus de quelques différences, comme New York plutôt que Los Angeles, la rencontre avec d'autres survivants, alors que l'héros est vraiment seul dans le roman. À la fin, le perso trouve un remède et se fait exploser avec des infectés pour que les autres survivants s'enfuient. Le titre aussi qui change complètement de sens, et le héros de l'humanité qu'il sauve par son sacrifice. Sauf qu'il y a une fin alternative. Le héros se rend compte que l'infecté sur qui il l'expérimente est la compagne du chef du groupe qui le harcèle depuis le début. Prenant conscience de sa propre monstruosité, il l'autorise à la sauver. En remerciement, les infectés l'épargnent et il quitte la ville. Trop déprimante, pas assez calibrée pour un blockbuster d'action, cette fin ne passe pas les projections test et est changée pour la sortie en salle. Pourtant, elle est hyper connue, à tel point qu'une suite est en préparation et qu'elle canonise cette fin alternative. Will Smith revient jouer son perso bien vivant. Je suis une légende, c'est l'exemple d'un roman inadaptable fidèlement, parce que les thématiques et la narration ne correspondent pas aux impératifs du cinéma. Peu d'action, très centré sur la psychologie de son perso, fin nihiliste. Avant le film avec Will Smith, il y avait eu 2 autres adaptations, et aucune n'est arrivée à retranscrire l'essence masterclass du roman. Le Hobbit. Une plaie qui s'est jamais refermée. Trop jeune pour voir la trilogie du Seigneur des Anneaux au cinéma, je la découvre 10 ans plus tard. Oui, je suis jeune. Au même moment, un nouveau projet est annoncé, l'adaptation d'une autre œuvre de Tolkien. Le Hobbit, présenté par le même gars. Ravi, je vais au cinéma. Et non, c'est bizarre, c'est pas vraiment pareil. La CGI fait pâle figure à côté des effets spéciaux de la trilogie originale. Le charme n'opère pas. Ils ont voulu adapter le Hobbit, un conte pour enfants, comme une saga épique à la Seigneur des Anneaux. Or, les 2 œuvres n'ont rien à voir. Déjà, la longueur. 3 films pour 3 romans, logique, mais 3 films pour un seul livre, c'est un peu poussé. À l'origine, on était parti sur 2 films. Plus raisonnable, ça laisse du temps pour faire un lien avec la trilogie, ouais, parce que le but, c'est de faire du Hobbit un préquel. Alors que c'est tout l'inverse. Le livre a été publié bien avant Le Seigneur des Anneaux. Alors, il y a des liens entre les 2 œuvres, notamment la rencontre avec Gollum et le vol de l'anneau unique. Tolkien lui-même avait réécrit le chapitre pour coller plus à l'intrigue de sa nouvelle trilogie. L'une des meilleures scènes du film. Mais il y a un cas plus compliqué. Le nécromancien. Dans le roman, l'auteur n'explique jamais qui il est. C'est juste une excuse pour que Gandalf quitte l'intrigue quelque temps. C'est dans Le Seigneur des Anneaux qu'on apprend qu'il s'agissait de Sauron, le grand méchant. Or, le Hobbit, les films, étant faits après la trilogie, tu dois révéler sa vraie identité. C'est bien, ça rajoute une quête annexe et tout, mais c'est incohérent. Si on sait que c'est Sauron, pourquoi tout le monde a l'air surpris quand il revient dans Le Seigneur des Anneaux? Je dis pas que c'est pas expliqué dans les livres, je dis que c'est pas clair dans les films. Le problème de ton se sent aussi dans les rajouts. Le dernier film, Le Hobbit, se concentre sur la bataille des 5 armées. Un climax épique, full baston, sauf que dans les livres, le héros n'y assiste pas. Il se fait assommer à un moment et n'apprend que plus tard ce qui s'est passé, ainsi que la mort de ses compagnons. Dans le film, il vit tout en direct, plus dramatique, mais trop épique pour le ton original de l'histoire, entre conte et voyage initiatique. Et puis il y a le fameux rajout qui a fait hurler les fans, Tauriel, une elfe guerrière qui n'existe pas dans les romans. Inventée pour le film parce qu'il n'y avait pas assez de personnages féminins. À l'origine, elle devait avoir une romance avec un nain, l'actrice avait accepté le rôle à condition que ce soit pas un triangle amoureux, sauf que quand on a dû passer de 2 films à 3 et donc rajouter du contenu, bah c'est devenu un triangle amoureux entre elle, le nain et le personnage favori des fans, Legolas. Oui, le mec badass qui défie la gravité et qui n'apparaît pas dans les livres. Alors la rédactrice de cette vidéo essaie de me faire dire que je suis absolument fan de Orlando Bloom, ce qui est absolument pas le cas, donc je ne dirai pas ça. Non, je vais plutôt alimenter cette vidéo de pouce rouge et vous dire arrêtez avec Legolas. En plus, il a pris 10 ans entre les 2 trilogies, il est même plus vieux de 2 ans que l'acteur qui joue son père. Il faut arrêter. Mais les modifications des rajouts, ils ont dû aussi le faire dans Le Seigneur des Anneaux. On a même fait une vidéo à ce sujet. Là, c'est les mêmes scénaristes, alors pourquoi ils n'ont pas réussi à réitérer l'exploit? À la base, ce n'était pas Peter Jackson qui devait réaliser le Hobbit, mais Guillermo del Toro. Ce qui aurait été absolument génial, hein. Il a un univers très proche des contes, mais avec un twist un peu dark. Rien que le design de Smaug, le dragon, vend du rêve. Del Toro voulait qu'on ne sache pas où étaient ses yeux, de manière à jamais savoir s'il avait repéré les héros. Il voulait aussi que sa bouche ait l'air humaine pour créer du malaise. On est loin du dragon traditionnel du film final, même s'il est aussi très bien. Et je dis pas ça parce que c'est Benedict Cumberbatch qui le double. Del Toro voulait même adapter un truc du bouquin que je trouve trop bien. Le ventre de Smaug aurait été serti de pierres précieuses, comme s'il avait fusionné avec le trésor, sauf à l'endroit du cœur, indiquant ainsi où le frapper pour le tuer. Rien ne dit qu'il aurait pu aller au bout de ses idées, mais quand on voit les monstres de son Pacific Rim, on a une idée de ce que ça aurait pu donner. Del Toro bosse 2 ans sur
sur la pré-production du Hobbit avant de quitter le navire. Déboire judiciaire du studio, retard, toujours pas de date pour le début du tournage, il préfère partir. Or, juste après son départ, le feu vert est donné et il faut le film rapidement. Peter Jackson est catapulté à la tête du projet, tout le travail de Del Toro est jeté à la poubelle et il doit faire avec des délais hyper serrés. Rien à voir avec les conditions de production du Seigneur des Anneaux. Plus de 4 ans de préparation avant la sortie du premier film. Il a moitié de temps ici. Del Toro part en 2010, le premier Hobbit sort en 2012. Il n'a pas eu le même traitement que son grand frère, d'autant qu'à la base, Jackson ne voulait pas le réaliser. Il était juste producteur et scénariste. En vrai, c'est presque un miracle qu'il ait réussi à sortir les films dans ces conditions. Ok, c'est une mauvaise adaptation, pas fidèle, mais c'est pas un mauvais film. Le casting est top, il y a des moments fun, et il y a une petite fanbase autour de la trilogie. Ça a introduit toute une nouvelle génération à cet univers, et certains ont peut-être même lu le livre. Et c'est la première chose qu'on demande à une adaptation. Alors après, qu'est-ce qu'on attend d'autre? Être fidèle au livre? Ouais, pourtant les films Harry Potter ou Hunger Games sont appréciés malgré leurs changements. Mais retranscrire les thèmes de l'œuvre originale, mais adapter une narration est aussi nécessaire, surtout quand le roman date un peu. Le Comte de Monte Cristo par exemple. 3 heures de film, 9 millions d'entrées, récompensé au César, c'est absolu de cinéma si on me demande. Pourtant, il change complètement la deuxième partie du livre. Il y a bien eu des fans et des spécialistes du roman pour pointer les différences, mais j'ai pas vu de campagne indignée sur les réseaux sociaux pour dire « Oui, mais à la fin, Monte Cristo, normalement, il va refaire sa vie avec sa jeune complice. Film de merde. C'est dommage qu'il n'y ait pas un 0 sur Sens Critique. » Plus on est attaché à un livre, plus on est sévère avec son adaptation. C'est l'occasion de prolonger notre expérience d'un univers ou d'une histoire qu'on connaît. C'est grisant de voir un lieu ou un perso qu'on a imaginé pendant notre lecture devenir réalité à l'écran. Alors, quand ça nous plaît pas, c'est hyper frustrant. En vrai, la plupart des adaptations citées dans cette vidéo sont des films correct. De bons effets spéciaux, des castings parfois 5 étoiles, une intrigue globalement cohérente. Peut-être que vous avez kiffé Je suis une légende ou World War Z sans savoir que ça venait du bouquin. Il y a des gens qui préfèrent le Hobbit au Seigneur des Anneaux. Avant d'exiger une bonne adaptation, on devrait demander un bon film. On a déjà parlé de Shining ou d'autres films de Stanley Kubrick, mais il y a d'autres exemples qui ne sont pas fidèles au roman. Mademoiselle de Park Chan-wook, Le Château ambulant par exemple. Et à l'inverse, il existe de mauvais films qui sont de bonnes adaptations. 50 nuances degrés, La guerre des mondes avec Tom Cruise, même si moi je l'aime bien. En tant que fan, qu'est-ce que vous préférez? On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo.